écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, vous êtes avec Sim Mstafa Bouaziz, qui est historien, qui est ancien directeur du Centre marocain des sciences sociales et qui nous raconte ses années 40-50 à Casablanca via la figure et le parcours de Brahim Loudani et toute l'effervescence nationaliste qui a précédé l'obtention de l'indépendance en 56. Sim Mstafa, rebonjour. Bonjour. J'ai une petite question à vous poser. On a évoqué dans le précédent podcast les incarcérations de résistants, les condamnations à l'exil pour activités politiques. C'était des condamnations qui avaient quelle durée en fait? Ils étaient enfermés pour quel type de peine? Il y avait deux types de condamnations. Alors, quand c'était le mouvement national était foncièrement un mouvement légaliste et pacifiste, etc., les condamnations étaient plus ou moins clémentes, étaient fréquentes, mais plus ou moins clémentes. Donc, ça se comptait au mois, pas en année. Et il y avait des exils. Et c'est des exils internes. On vous exile de votre région d'activité vers une autre région. D'ailleurs, ce qui permettait aux nationalistes, quand ils les exilent vers une autre région, c'est de diffuser leur idéologie et leur programme politique. Mais après, quand il s'agit de la résistance, là, c'était des condamnations à mort. Il y a des procès militaires qui ont été intentés à des personnes qui ont été exécutées, dont Rachidi. Ce fameux Rachidi, le boulevard Rachidi que nous avons à Casablanca, ce Rachidi qui était jeune et qui était justement membre de la première formulation du noir, là. C'était le croissant noir. Mm-hmm. Là, il a été exécuté et il a vu cette fameuse phrase-là avant d'être fusillé. Il n'a pas voulu qu'on lui fasse un bandeau. Laissez-moi, les yeux ouverts, regarder le beau ciel de mon pays. Et il a été exécuté comme ça. Il y a donc des procès militaires qui ont été faits et qui sont d'ailleurs bien rendus par un livre qui a été écrit par Maître Legrand, Charles Legrand, qui était un libéral et un avocat, et qui était l'avocat de ces Marocains condamnés à mort pour quelques-uns fusillés, les autres, l'indépendance les a sauvés avant l'exécution. Ce livre s'appelle « Justice, patrie de l'homme ». Et il y a 4 grands procès, Oujda, Fès, Rabat, je crois, Marrakech, le 4e. Là, les peines étaient dures parce que c'est des tribunaux militaires. D'accord. Pourquoi des tribunaux militaires? Parce que c'est la résistance, c'est le port d'armes. D'accord. Question, est-ce que vous pouvez nous dire 2 ou 3 mots sur ce croissant noir, les Aswad, et le Monad de Massiria, l'organisation clandestine ou secrète? Quelles étaient leurs activités? Quand la résistance s'est déclenchée, il y avait donc des formations de noyaux de résistance dispersés. Ils ont été réunis dans une grande partie par l'organisation secrète, qui était à l'origine cette fédération du Sud, et ça a été national. Ils avaient des ramifications nationales. Zarqtouni a joué un rôle important là-dedans. Et il y a eu d'autres groupes indépendants, comme la Main Noire. La Main Noire, c'était donc une organisation qui s'est créée à Casablanca, qui s'est développée, qui a fait un tas d'opérations, mais qui a été découverte et presque décimée par le colonisateur, les autorités militaires de Casablanca. Et puis, il y a la création du Croissant Noir, qui a voulu prendre la suite de ça et dont le leader était un jeune de 16 ans, c'est Al-Haddaoui, Abdallah Al-Haddaoui. Et parmi eux, il y a eu ce jeune ingénieur d'obédience communiste, qui était dans le Parti communiste marocain, Abdelkrim Ben Abdallah. Et il y en avait d'autres. Bon, donc ils se sont organisés, il y avait quelques opérations, mais ils vont devenir importants qu'après le retour de Mohamed V. D'accord. Et ça, je vais en parler parce que ça fait partie de l'histoire de Roudani, parce que c'est des militants de ce croissant noir qui vont assassiner Roudani. Alors maintenant, on va s'intéresser plus à son protégé, Abbas Msaadi. Alors Abbas Msaadi donc, est devenu membre de la cellule centrale qui coordonne les cellules de la résistance à Casablanca et qui avait comme fonction, entre autres, garder le réseau, l'élargir et surtout le transformer pour accueillir, être comme base arrière de l'armée de libération qui va se créer, donc qui va agir dans les montagnes, dans les campagnes, et l'organisation commençait de Tétouan. Parce que le degré des activités de la résistance a un peu diminué,
à cause justement de cette intervention des forces de police qui a obligé certains résistants à aller en prison et d'autres à immigrer vers le nord. Donc le régime d'opération, d'organisation, de résistance a été un peu affaibli et on attendait le grand départ des opérations militaires de l'armée de libération marocaine qui se préparait donc dans le nord du Maroc parce que les nationalistes avaient une politique d'avoir un peu d'amitié avec les Espagnols, de ne pas toucher la zone espagnole pour pouvoir agir dans la zone française. L'utiliser comme base arrière. Et l'utiliser comme base arrière, voilà un peu. Alors, durant cette période-là, les intervenants dans la scène politique marocaine étaient divers. Il y avait les Marocains, nationalistes marocains, il y avait les nationalistes et les résistants algériens FLN, qui avaient leur base ici au Maroc, surtout dans le nord du Maroc. Ils étaient avec les Marocains, dans Nadour, etc. Il y avait des bases communes d'entraînement, des camps d'entraînement. Et puis il y avait l'Égypte qui fournissait les armes, qui envoyait des bateaux pleins d'armes, etc. au Maghreb, aux Marocains et aux Algériens, tous les deux, mais qui intervenaient par l'intermédiaire de son attaché militaire à Madrid. Il y avait les nationalistes, la troisième tendance légaliste de El Fassi, dont le cousin Abdelkbir El Fassi était le grand organisateur de ces liens-là entre l'Europe, l'Égypte et le Maroc. Sa maison était installée à Madrid. Sa maison à Madrid était un lieu important de rencontre, d'échange et d'organisation. Abdelkbir El Fassi a joué un rôle important. Et la complication se faisait aussi par Abdelkrim Khattabi, qui était au Caire, parce qu'il a rejoint le Caire en 1947. Ce n'est plus le Abdelkrim Khattabi des années 20. Abdelkrim Khattabi des années 20, c'était un moderniste, un révolutionnaire qui avait une vision sur le monde. Abdelkrim Khattabi de 47 à 63, c'était un frère musulman. Donc, il a totalement changé. Mais il était quand même, avec les nationalistes maghrébins, il était même le chef du bureau du Maghreb arabe au sein de la Ligue arabe. C'était lui le chef, et les deux adjoints, c'était Habib Bourqiba et Alla El Fassi. Il était en contradiction avec eux sur comment libérer le Maghreb et qu'est-ce que le Maghreb. Donc Abdelkrim Khattabi voyait le Maghreb comme une seule entité, surtout la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, vu qu'ils ont le même colonisateur. Il ne voyait la négociation qu'en commun, et ce qui va arriver après l'indépendance de cet espace, c'est un seul État. Les nationalistes maghrébins, marocains, tunisiens surtout, Al-Fassi et Bourqiba, se voyaient chacun son État et qu'il y a une fédération entre les États. Les Algériens étaient encore ils ont commencé leur lutte armée en 1954, c'est encore le début, et Abdelkrim Khattabi les aidait. Et donc on peut dire que c'est le père spirituel du FLN algérien. Donc Abdelkrim Khattabi avait son mot à dire, et il a créé en schéma, en papier, l'armée de libération du Maghreb arabe. Jish Tahrir, le Maghreb arabi. Il l'avait créé avec un noyau de soldats important. Là, je vais m'égarer un petit peu, mais je vais fermer la parenthèse. Les frères musulmans du Caire sont venus le voir en 47-48 pour lui dire que l'État d'Israël, Israël va se constituer en État. C'est une agression contre l'islam et contre nous. Il faut appeler à un soulèvement des musulmans pour empêcher la création de l'État d'Israël. Et il n'y a pas meilleur symbole que vous, Khattabi, pour lancer cet appel. Il a lancé cet appel. Et il y a eu une réponse de jeunes, forte de jeunes. Il les a organisés au niveau du Caire, il les a envoyés en Palestine. Afa, Haïfa, etc. Donc il y avait toutes des opérations avant la défaite des armées officielles arabes. En 1948. Donc entre 1947 et 1948, il y avait ce travail-là. Il y avait beaucoup de Maghrébins. Après la création de l'État d'Israël et la défaite des armées arabes, ces jeunes-là sont revenus. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, formez-vous avant. Donc avec ces relations, il les a envoyés à l'Académie militaire d'Égypte, l'Académie militaire de Syrie, l'Académie militaire d'Irak. Ils se sont formés comme officiers. Ils sont sortis comme officiers en 1952, bien formés, avec au moins le grade de lieutenant. Et il a créé avec eux l'armée de libération du Maghreb et les a envoyés au pays du Maghreb. Ça a donné le résultat en Algérie. Ils ont participé à la création du FLN. Mais déjà les Marocains et les Tunisiens avaient leur structure. Et ils les ont mal accueillis. Donc la dimension Khattabi était là.
Ce qui nous pose d'ailleurs, nous, un problème au niveau des historiens, à ce jour, quand on voit des résistants de l'armée de libération marocaine qui étaient avec Khattabi, qui étaient contre Khattabi. Il y avait donc ce problème-là. Mais donc le Khattabi était quand même très présent, surtout il était en discussion au Caire avec les Maghrébins qui étaient au Caire, et comme l'Égypte, c'est elle qui était le fournisseur de l'Égypte nassérienne des armes, donc il y avait un lieu commun d'échange. Alors à partir du Caire, un certain Midawi est venu du Caire à Tétouan voir les résistants marocains et le noyau qui va former l'armée de libération marocaine en leur disant au départ « Je suis un émissaire de Abdelkrim Khattabi et que je voudrais vous aider, etc. » Ils l'ont envoyé à la zone française et il a rencontré le Msadi, qui était donc par défaut chef de cette résistance ici. Msadi commençait donc à lui parler un petit peu. Quelques semaines après, c'est un autre membre de la famille Midawi qui était venu voir les nationalistes pour leur dire « Attention, mon cousin qui est passé par là, c'est un agent français. Il travaille avec l'attaché militaire français au Caire et qu'il est là pour infiltrer les réseaux de la résistance. » C'est sur cette information-là que les nationalistes du Nord ont informé Roudani et compagnie pour dire « Attention, celui qu'on vous a envoyé est un traître. Faites attention. » Et c'était extrême. Le Msadi allait être incarcéré. Il a donc échappé belle, il est allé au nord. Et on est en février 55. Les dates sont importantes là-dessus. Février 55, que le Msadi va aller au nord. Et comme il avait déjà un petit maniement d'armes et qu'il était charismatique, on l'a envoyé directement au camp de Nador. Lequel camp de Nador était un camp en commun d'entraînement des Marocains et des Algériens. Et dans ce camp, il y avait deux grands leaders algériens, Boudiaf et Belmehidi. Ils sont vraiment de calibre... Le futur président. De calibre important. Belmehidi porte le nom d'une grande avenue à Alger. Donc Abdallah Senhaji et le Msadi sont allés à Nador. Abdallah Senhaji, qui était un des premiers résistants marocains. Alors que les différents nationalistes et résistants, etc., avant d'aller vers l'armée de libération marocaine, étaient formés dans une petite ferme. Maintenant, il est au milieu de Tétouan. À l'époque, c'était la banlieue de Tétouan, qui s'appelle Jnan Rohoni, qui appartenait à la famille Rohoni. Et justement, le leader politique du Nord, Abdelkhalq Torres, c'est lui qui a été l'intermédiaire pour leur donner cette place-là. Excusez-moi, les Espagnols du côté de Tétouan donc avaient clairement l'information sur ces activités, donc ça les arrangeait. Ils toléraient parce qu'ils étaient en contradiction avec les Français. Ils considéraient que les Français les tenaient à l'écart, que les Français les mettaient... Enfin, ils avaient un complexe d'infériorité vis-à-vis des Français, et donc ils voulaient bien que quelqu'un affaiblisse les Français. D'accord. Sans voir que la suite logique, c'était... Oui. Voilà. Et puis, il y a un autre épisode que nous appelons, c'est que Abdelkhalq Torres et Mken Nasseri, donc une bonne partie, c'est les deux partis qui existaient là-bas, on va en parler quand on va parler d'indépendance. Il y avait le Parti national des réformes, le PNR, à sa tête, donc Abdelkhalq Torres, et le Parti de l'unité marocain, à sa tête, Mken Nasseri. C'est le frère qui va devenir important. Ils ont joué un rôle plus ou moins de soutien à Franco, qui est parti de Tétouan pour combattre les républicains. Donc il y avait ce lien-là ambigu qui permettait cette possibilité. Donc je reviens à mon truc, donc il y avait une école de formation des résistants, de formation en bonne et due forme. À sa tête, un Algérien, ancien officier de l'armée française, et qui était dans la résistance algérienne, et qui avait le même grade que Houari Boumdine, et qui sont venus tous les deux d'Égypte, dans le fameux bateau amenant les armes entre Tétouan et Hoceima, ils se chamaillaient entre eux. Alors, en déposant les armes, la charge d'armes de ce bateau-là, et en les partageant, une partie aux Marocains, mais la grande partie aux Algériens, les Algériens ont dit, on vous laisse Bouzar, Abdelkader Bouzar, parce que s'ils restent avec Boumdine, ils vont s'entretuer. Donc, Abdelkader Bouzar, ancien Algérien, est devenu formateur marocain, même membre de l'armée de libération marocaine, et son véritable nom c'est Nadir Bouzar, mais on l'appelait Abdelkader Bouzar. Donc, je cite ce lieu de formation des gens qui vont devenir les cadres de l'armée de libération marocaine pour dire que le Msadi n'y est pas passé dedans. Il n'a pas été formé par cet Algérien-là, il a été formé par d'autres Algériens, par Boudiaf et Belmehidi dans les camps de Nador. On est donc en février 55.
où ce travail donc a commencé. Et vous voyez donc c'est une période où l'histoire s'accélère. Oui, puisque l'indépendance arrive quelques mois après. Il y a une accélération de l'histoire qui est très 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 forte et très très imbriquée. Et je vous avoue, en tant qu'historien professionnel, avec mes collègues là, on est une dizaine d'historiens marocains à travailler cette période-là, on n'a pas encore démêlé tous les chevaux de cette période, parce qu'il y a tellement d'acteurs, tellement de trucs, etc. Et l'épopée, entre guillemets, de l'Msaadi, qui va effacer l'épopée de Roudani, parce qu'on les traite tous les deux ensemble, est liée à cette accélération de l'histoire. Alors, pour faire court, il me posait la question principale. Le Msaadi, donc, qu'on peut dire, est encore en majorité civile. Et que s'il était resté à Casablanca, il aurait peut-être été le secrétaire général de l'UMT. Donc, en février 55, il part au nord. En juin 56, il est assassiné. Et on parle du colonel Le Msaadi et de son épopée militaire. Vous voyez, c'est une année et quelques mois. Ça va très vite. Une année et quelques mois. Donc, alors, dans cette période-là, il y a une accélération des actions de la résistance. La France, bien sûr, suit la formation de l'armée de libération marocaine, du FLN, du Fallaga tunisien et de l'armée de libération du Maghreb arabe de Khattabi et de l'imbrication de l'Égypte et de ses services secrets aussi. Et l'Espagne qui regarde tout ça, tout en permettant une bousculade de la France, quand même regarde de près les évolutions, est-ce qu'il peut les contrôler ou pas les contrôler. Donc tout ce monde-là qui est dans cet imbroglio, la monarchie était loin parce que le sultan et ses enfants et sa famille étaient exilés à Madagascar et en Tsirabé et ils étaient coupés d'informations, de tout, à tel point que à un certain moment, le sultan Mohamed V était prêt à négocier son départ du pouvoir, à condition que cet isolement soit levé, que ses enfants peuvent venir en France ou ailleurs pour pouvoir étudier, y vivre, etc. On a un document officiel qui va dans ce sens. Donc, aucune connaissance de ce qui se passe au Maroc. Alors qu'au Maroc, il est élevé au Dieu de la sacralité, on l'a vu dans la lune, il est à côté de Dieu, et en son nom qu'on négocie, etc. Il y a tout ce qui se passe au Maroc, lui était loin de tout ça, il n'écoutait pas, parce qu'il était enfermé. À ce moment-là, bien sûr, la France a senti qu'il fallait négocier, et il y avait donc cette lutte-là entre les politiques et ceux qui portaient les armes. Et l'armée de libération en formation, en concertation avec le FLN algérien, avec Abdelkrim Khattabi, préparait des actions militaires et qu'il fallait commencer les actions de l'armée de libération avant que les négociations aient scellé le sort du Maroc. Donc cette course-là, au moment de cette course, le 20 août 1955, on a dit que le Msaadi est parti en février 1955. Ouais. Le 20 août 1955, la commémoration de la date de l'exil de Mohamed V et de cette sacralité de Mohamed V s'est passé mal au niveau de les événements d'Ouazzam. Alors, les événements d'Ouazzam étaient sanglants. Bien sûr, c'est la compagnie. Et les tribus de la région ont répondu à la provocation et en tuant des officiers français, en faisant même éclater un hélicoptère, etc. Donc, et puis après, c'est un massacre. C'est un grand massacre, les événements de Ouazzam. C'est-à-dire, c'est des Marocains qui, à l'occasion de la commémoration de l'exil, manifesté. On les a bousculés, ils ont réagi, ils ont tué des Français, même des officiers. Des colons. Des colons, mais c'était petit, c'est après que ça va se... Et puis, bon, parce qu'il y avait le massacre militaire qui a provoqué la réaction des tribus. Une escalade, quoi. C'est une escalade, ça s'imbriquait. Bon, à ce moment-là, les nationalistes politiques étaient déjà en train de discuter avec Edgar Faure, qui était le président du Conseil à l'époque. Il y avait Bouabid et Bousta qui discutaient. Il y avait de l'autre côté Al-Khattaib, celui qui va devenir Premier ministre du premier gouvernement, le Bekaï, qui était un officier, qui avait perdu une jambe dans la guerre, et qui avait aussi la croix de guerre, et qui avait démissionné de son poste de Qaïd, la région de Sfro, en protestation de la déposition de Mohamed V. Il était parmi les anciens combattants, etc. Donc, le Bekaï, Mbark el-Bekaï, va mener de son côté un truc pour le retour de Mohamed V. Et même au niveau de la France elle-même, du gouvernement et des milieux politiques, il y avait les youssoufistes et les anti-youssoufistes.
Mitterrand était au gouvernement, il avait démissionné quand Mohamed V était ministre de la Justice, il avait démissionné quand Mohamed V a été déposé, en protestation que l'acte n'est pas légal. Il avait raison. Au sein du Parlement français, il y avait ces deux-là. Au sein de l'arrêt française, il y avait une manifestation énorme là contre la déposition de Mohamed V. À sa tête, François Mauriac, prix Nobel de littérature à l'époque. Donc, vous voyez l'effervescence de l'époque qui était là. Donc, la France voulait trouver une solution. C'est en concordance avec les événements de Ouazzam que la conférence d'Aix-les-Bains allait s'organiser. Alors, la conférence d'Aix-les-Bains, c'est des rencontres, c'est des séances d'écoute, seulement, des séances d'écoute. Et pourquoi Aix-les-Bains? Parce que, vous savez, au niveau de la 4e République française, les gouvernements duraient 6 mois. Il y avait un système de bascule, de chaises tournantes. Le président du conseil peut devenir ministre, et son ministre peut devenir ministre de conseil. C'est des trucs comme ça. Et une des personnalités les plus importantes, c'était Antoine Pinay, qui était président du conseil avant Edgar Faure. Mais même Edgar Faure, en étant président du conseil, il avait moins de poids qu'Antoine Pinay et le ministre de la guerre, le général Koenig. Edgar Faure était acquis à une discussion, parce que ça commençait à devenir grave. Même un de ses amis libéral, le Maigre Lebreuil, était assassiné là devant cette bâtisse-là du 17e étage à Benjdia. Oui, le 17 étage. Oui, il a été assassiné par les ultras français, parce qu'il avait proféré en disant qu'il faut écouter les nationalistes marocains, etc. C'était un ami d'Edgar Faure. Donc, il sentait mais il disait, si Pinay n'est pas d'accord, on ne pourrait rien faire. Et lui, il allait même plus que ça. Il disait aux nationalistes, on discute avec vous l'indépendance. Et prenez votre indépendance. Et faites de votre roi ce que vous voulez. Mais nous, on a été déjà divisés entre youssoufistes et anti-youssoufistes. Vous nous demandez de dire non, légalement, l'acte que vous avez fait est illégal. Il faut qu'il revienne avant et qu'on discute l'indépendance après. Les archives des négociations font apparaître que le retour du sultan, il faut dire sultan Mohamed Khamis, est exigé comme prérequis au début de la discussion. C'est ça la course. Je vais vous montrer donc la course. Donc, pour accélérer les choses, Edgar Faure, président du Conseil, qui dit, si vous voulez, il faut qu'on aille voir Antoine Pinay. Or, Antoine Pinay, à l'époque, comme disait Kanf Sidi Harazm, il était dans les eaux. Aix-les-Bains, c'est une station d'eau. On allait le voir dans ses vacances, lui, ministre des Affaires étrangères, mais son président du Conseil vient Donc, on a organisé cette rencontre-là. Edgar Faure était venu de France avec d'autres ministres. Les Marocains sont partis avec 4 avions d'ici, mais ils ont emmené tout. Les Qaïd, les gens de Ben Arafa, les gens de Glaoui, Tahami Glaoui, et les nationalistes du Istiqlal, les nationalistes du PDI. Donc et donc le Maroc, c'est Yazidi et Ben Barka qui sont venus avec leurs dossiers, etc., qu'ils ont préparés ici. Et de Paris, c'est Bouabid qui était descendu le rejoindre, etc. Puis il y avait ceux du PDI, il y avait le Glaoui, il y avait le représentant de Ben Arafa, etc. C'était des rencontres avec chacun, c'est un peu comme l'UR. C'est écouter, qu'est-ce que vous dites, etc. Mais avec toutes les composantes. C'est ça. Mais c'est pas des négociations. Non. Donc la grande entrevue, ça a été justement, c'est là la toute plaidoirie de Bouabid, en montrant, argument juridique au point, que la déposition était un acte illégal. Donc les Français ont compris que s'il faut négocier, il faut négocier avec le roi. Donc ils sont allés, ils ont envoyé déjà le général Catrou là-bas, ils ont discuté. Il y a des accords qui sont à ce jour secrets, ont été faits là-bas, même avant les nationalistes. Après, ils ont ouvert Madagascar aux nationalistes, Bouabid est allé, d'autres sont allés, etc. Et l'armée de libération était contre. Allah al-Fassi était contre. Et c'est pour ça qu'on a montré des doigts les gens d'Aix-les-Bains. Parce qu'on a parlé de négociation. Ils sont en train de négocier et de vendre le pays alors que le sultan est encore... C'est à ce moment-là, donc, le sultan découvre qu'il est populaire, qu'il est glorifié, qu'il est incontournable, que c'est par lui que passe la discussion, etc. C'est un basculement de rapport de force très, très important. Donc, l'armée de libération voulait marquer le coup avant. Et on a cet acte-là presque surréel. Les premières opérations de l'armée de libération, c'est le 2 octobre 1955. Le retour de Mohamed V, c'est le 16 novembre. Mais le Maroc n'est pas encore indépendant. Seulement le retour du roi. C'est une question de semaine. Ah oui.
Oui, donc c'est dans cette effervescence et dans cette succession d'événements importants, retour du sultan à Saint-Germain-en-Laye, puis la rencontre de Saint-Germain, puis le retour au Maroc, puis les discussions à la Selle Saint-Cloud et tout cela, et l'armée de libération qui continue à attaquer, etc. Il a attaqué donc dans ce qu'on appelait le triangle de mort. Tsaounet, Aknoul et Berkine. 3 grands fronts liés en triangle à la frontière de la zone espagnole et de la zone française, et des garnisons françaises étaient attaquées, et beaucoup d'armes ont été prises, etc. Et il se trouve que le Msaadi était l'un des chefs de ces régions-là. Donc sa renommée personnelle remonte, etc. Et au sein de l'armée de libération, toutes les contradictions se tissent et s'articulent les unes aux autres pour créer une complexité, et cette complexité représentée en personne par le Msaadi. Alors, en essayant de démêler quelques éléments, on va déjà mettre le premier élément, la prépondérance des Fassi dans le mouvement national et dans la résistance, et la réaction des Amazirs. Le Msaadi disait, le secrétaire général de l'armée de libération marocaine, le secrétaire général administratif à Tétouan, c'est le Ghali al-Araqi, un Fassi. Le représentant de la résistance en Espagne et en Europe, c'est Abdelkbir el-Fassi, un Fassi. Et le représentant de la résistance au Caire, c'est el-Fassi, un Fassi. Est-ce qu'il n'y a que des Fassi au Maroc? Il y a cette contradiction-là. On va rappeler qu'il était souci, parce qu'on l'a dit il y a longtemps. Il partageait plus ou moins ce point de vue avec Roudani. Roudani venait de la Ligue du Sud qui était des soucis. Et il disait à Ben Barka, est-ce qu'on a le même Maroc ou est-ce qu'on a plusieurs Maroc? Attention, qu'est-ce que vous allez faire à Aix-les-Bains, etc. Donc il y avait premier élément de complication. Deuxième élément de complication, c'est armée de libération du Maghreb ou armée de libération du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie, etc. C'est la contradiction entre Bourqiba el-Fassi d'un côté et Abdelkrim Khattabi de l'autre, qui disait une seule armée, une seule négociation. Sinon, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie est possible, mais avec comme prix politique l'Algérie française. Et je ne veux pas ça. Deuxième élément de contradiction. Troisième élément de contradiction est venu d'Égypte et d'Algérie, et les Algériens l'ont voulu l'imposer au Maroc. C'est que ceux qui portent les armes ont la suprématie sur les politiques, et les politiques sont toujours des gens qui peuvent retourner leur veste. C'est le cas des Nassériens, des officiers libéraux en Égypte, vis-à-vis du grand parti national El-Wafd qui a été liquidé. Et c'est le cas du FLN algérien vis-à-vis du grand parti du peuple algérien de Msali Haj, qui a été même effacé de la mémoire collective. Alors donc, au sein du camp en commun d'entraînement à Nador, Belmehidi et Boudiaf faisaient l'éducation politique de l'Msaadi, en lui disant, attention, ceux qui sont à Tétouan, c'est des politiques, même s'ils disaient l'armée de libération. Nous, ici, on est dans le terrain. Ils ont créé le concept de direction de terrain. Et que cette direction de terrain doit être suprême par rapport à la direction politique de Tétouan. Le quatrième élément. On va répéter les 3 premiers. Oui. Différents d'ordre. Fassi Amazir. Fassi Amazir. Le deuxième, c'est indépendance globale maghrébine, au pays par pays. Le troisième, c'est militaire, politique. Militaire et politique. Maintenant, le quatrième. Maintenant, le quatrième, c'est l'ego personnel. Alors, dans un voyage, tout ça, c'est dans un axe de temps très concentré. Une délégation de l'armée de libération marocaine au Caire. Il y avait Abdelkrim Khatib, il y avait le docteur Ben Aboud et il y avait le Msaadi. Ils sont allés voir donc le chef des renseignements égyptiens qui était, c'est lui qui parrainait les résistances maghrébines, Fethi Dib, qui a écrit d'ailleurs un livre de 700 pages pour dire que c'est Nasser qui a organisé, bien sûr c'est exagéré, etc. Mais il y a quand même des éléments au niveau de l'armement, etc. Ils ont vu Fethi Dib, ils ont discuté, et parmi les trucs qu'ils ont pris comme engagement, de ne pas déposer les armes. Parce que la France demandait dans les négociations, ils voulaient qu'on négocie, l'armée de libération doit déposer les armes. Ils ont pris l'engagement de ne pas déposer les armes. Le Khatib, Ben Aboud et le Msaadi. Et avant de partir, ils ont eu entrevue avec Jamal Abdel Nasser. Et Jamal Abdel Nasser, vite fait en voyant le truc, il voit que c'est celui qui fait le terrain, qui porte les armes, c'est le Msaadi. Il lui a tapé sur son épaule, il lui a dit, c'est vous l'avenir. Il est allé voir après Abdelkrim Khattabi. Et Abdelkrim Khattabi lui a donné ses directives globales. Et on peut mettre ça au conditionnel. Il aurait donc promis à Abdelkrim Khattabi que les unités qui sont sous son commandement deviendraient des unités de l'armée de libération du Maghreb, et pas du Maroc. C'est la quatrième complexité. Alors, le Msaadi revient, le roi revient, les négociations commencent. Et dans ces négociations, donc l'indépendance du Maroc, c'est le 2 mars 56.
Même si le roi est revenu le 16 novembre 1955, les négociations et la signature de l'acte d'indépendance, c'est le 2 mars. Il en reste une avenue à Casablanca, parce qu'il a été totalement phagocyté cette date. Donc il y a une accélération à ce niveau-là, une course contre la montre, et le Msaadi revient. Les contradictions marocaines lui éclatent au visage, à lui et à Brahim Roudani. Le prince héritier, Moulay El-Hassan, à l'époque, ne s'appelait même pas prince héritier, il fallait attendre 59 pour ça, il s'appelait le prince Moulay El-Hassan. Le poste n'existait pas. Et pour l'anecdote, c'est Ben Barka qui l'a proposé à l'Assemblée nationale consultative et qu'ils l'ont mis, parce qu'il voulait une stabilité de l'État et de... Le Maroc avait devant lui la création de l'État national. La France était encore là, il fallait négocier comment il va se désengager. Au niveau politique, elle s'est désengagée, plus ou moins, avec la création du premier gouvernement. Au niveau militaire, il y a encore des bases militaires. Ils sont encore dans la police, ils sont encore là qui assurent. La transition n'est pas encore faite, mais ils sont toujours là comme force de sécurité. Au niveau économique, encore plus. Au niveau scolaire, c'est la langue, les enseignants. Donc tout cela était encore en friche. Il fallait donc... Il y a deux visions qui se déclarent. Une vision de la création d'un État moderne, démocratique, indépendant, avec des institutions. Monarchie, oui, mais constitutionnelle, parlementaire, tout ce que vous voulez, avec une assemblée constituante, la vision portée par Ben Barka et ses amis, et une vision, celle du prince héritier, retour de la monarchie exécutive, le roi règne, il gouverne, et c'est le roi qui tient toutes les légitimités, etc. Déjà, la divergence a commencé comme ça, entre ces deux tendances. Elle va se focaliser pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de quelle armée pour l'État national. Ceux de l'armée de libération disent le noyau devrait être l'armée de libération nationale. C'est elle qui a libéré le pays, qui a participé à cette libération, etc. Et que le prince héritier disait c'est des amateurs, il nous faut une armée de métier, il faut récupérer les officiers et les soldats marocains dans les armées coloniales et les reformer idéologiquement dans le cadre des pays, mais dans l'armée des pays, parce qu'ils ont le métier, des armées de métier. Et il est arrivé, le prince héritier, a divisé la direction de l'armée de libération nationale. Je vous ai parlé du Caire. Abdelkrim El-Khatib, qui a prêté serment qu'il ne dépose pas les armes aux Égyptiens et Abdelkrim El-Khattabi, a accepté que l'armée de libération dépose les armes et se dissout, et ceux qui veulent continuer, qu'il intègre l'armée royale. Et avec lui, toute une partie de la direction de l'armée de libération. L'autre partie disait non. Premièrement, le Maroc n'est pas tout à fait libéré. D'où Al-Fassi, la carte, sa fameuse carte, où il disait qu'il y a qu'un tiers du Maroc qui est libéré, que les 2 tiers ne sont pas. En intégrant la Mauritanie, même une partie du Sénégal, et le Sahara bien sûr, etc. Et le Sahara oriental, qui était chez l'Algérie, donc cette fameuse carte. Historiquement, il avait raison, mais bon, Et les autres, Ben Barka et compagnie, qui disaient non, on ne dépose pas les armes, parce que si on dépose les armes, non seulement on n'aura pas l'État que nous voulons, mais effectivement, on va asphyxier l'Algérie. Il faut continuer à porter les armes pour aider nos frères algériens à leur libération. C'est là le schisme, le principal schisme qui a existé durant cette période-là. À ce moment-là, Abdelkader Bouzar, sous l'impulsion de Khatib, est revenu du Tétouan avec les armes qu'il avait, etc. Et il les a données, une bonne partie de ces armes, au croissant noir pour le renforcer vis-à-vis de l'organisation secrète qui était Istiqlal et pro-Ben Barka et compagnie. Donc voilà, pour voir un peu comment ça va s'accélérer, comment les armes vont jouer un rôle important dans la destruction des uns et des autres. Ahardan s'est déclaré lui aussi faisant partie de l'armée de libération alors que non, il n'y était pas. Donc c'était ces dernières stades. Déjà après le retour du sultan qu'ils ont essayé de faire ça, c'est quelques mois. Comme ça, mais on se déclare comme ça déjà chef, etc. Et sa maison devient la rencontre de tous ceux qui étaient contre Ben Barka, Al-Fassi et les autres. Et là, donc, c'est une période de trouble et de bras de fer entre les deux parties. Entre eux, il y a Roudani qui essaye de trouver un terrain d'entente et de calmer les tensions, parce que déjà on commençait à tuer les uns et les autres. On a tué Abdelkrim Ben Abdallah, on a tué Ziraoui. Donc voilà, les uns tuent les autres. C'est les factions de la résistance qui s'entre-déchirent. Le schisme politique rentre là-dedans, même au sein des nationalistes. Le PDI de l'Ouazani et le Istiqlal, aussi dans leur lutte d'influence, commençaient à être proches de ça ou proches de ça.
Le Parti communiste aussi considérait que Abdelkrim Ben Abdallah était un membre du Parti communiste, qui était vrai quand il était étudiant à Paris au départ ici, mais dont la résistance avec le croissant noir était pour la résistance, pas pour le communisme, etc. Mais quand il a été tué, ils sont considérés qu'ils étaient touchés. Donc, une tension complexe qui se forme là-dedans. Donc, Brahim Roudani joue le rôle d'intermédiaire. Ils se réunissaient avec les uns, avec les autres, ils faisaient des rencontres ensemble, etc. Vous avez là un compte rendu qui est publié là en arabe, un petit peu de ces choses-là. C'était difficile à tenir, hein, parce que ça allait plus vite que ça. Et bien sûr, les uns et les autres évaluaient mal le rôle de la monarchie. Chacun considérait que le roi n'est qu'un symbole, un bon fiqh, une bonne légitimité, et celui qui a le roi avec lui pourrait avoir l'hégémonie. Et tout le monde courait au palais, les uns les autres, chacun dit des mal des autres. Et ils ne voyaient pas le rôle du prince héritier comme force importante qui se reconstruit et qui joue sur ces contradictions, ces petites contradictions. Brahim Roudani en était conscient. Il voyait Mohamed V directement lui parlant de ça et en parlant de ses rencontres et de tout son effort pour réunir les nationalistes et les résistants et trouver des solutions valables pour tout le monde. Et d'ailleurs, on allait vers une solution. On va déposer une partie des armes. Et les gens qui veulent encore garder leurs armes, qu'ils aillent vers les régions où il y a encore nécessité de libérer. C'est comme ça que l'armée de libération du Sud pour libérer le Sahara actuel a été constituée. Une partie donc est partie là. L'armée de libération de l'Oriental a été constituée avec comme principale mission aider les Algériens et travailler avec le FLN pour continuer le front algérien. Mohamed V a même accueilli les leaders algériens en leur promettant une aide substantielle et une aide directe, etc. Et le problème algérien est devenu un problème national. Au sein de la monarchie, au sein des différents partis politiques, etc. C'était des solutions qui se préparaient et il était au milieu. Brahim Roudani était au milieu de tout ça. Il essayait de créer donc les conditions de ça. Le Msaadi était bien embarrassé. D'un côté, il n'aimait pas les politiques à leur tête Ben Barka, considérait qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir le leadership. C'est des gens de parlotte, mais pas de trucs. Donc, il y avait des rencontres houleuses avec Ben Barka. Alors que Ben Barka travaillait pour la tendance de garder les armes et pour... Il y a des épisodes où Ben Barka était dans des camps pour faire un reportage dans la revue de l'Istiqlal qui sortait en français avant les négociations de la Saint-Cloud pour sortir un grand dossier et dire l'armée de libération est là que c'est un élément incontournable pour la discussion d'indépendance. Et El Msaadi était venu comme un tyran de mon consenté et il allait l'incarcérer et le tuer. S'il n'y avait pas le frère Bsri et Ben Saïd Aïtidr pour temporiser l'un et l'autre et dire à Ben Barka de quitter le camp, ça aurait été peut-être un drame. En même temps, il est lié organiquement aux Algériens. Il ne pourrait pas déposer les armes. D'un autre côté, il est lié à Hardan par le côté amazigh contre les Fassis. Et il a prêté serment devant Nassar et devant... En même temps, c'est un chef de guerre dont le triangle de la mort. Donc les deux parties voulaient l'avoir. Et la partie du prince héritier et la partie de Ben Barka, Bsri, Ben Saïd, etc. Donc une personnalité convoitée, mais lui, il ne savait pas où aller. Une seule chose qu'il savait, c'est de garder ses armes avec lui. Donc, durant cette conjoncture compliquée, le groupe Bsri a décidé d'aller voir le Msaadi pour lui dire que ses intérêts effectifs étaient avec eux et de venir discuter avec eux à Rabat ou à Casablanca. L'autre camp, à l'époque, on donnait le grade de colonel, ceux qui étaient dans l'armée de libération, pour intégrer l'armée royale. Je crois qu'il lui a proposé le grade de général. Le dilemme de Msaadi, qui était donc un chef de région de guerre de l'armée de libération marocaine, donc dans ce fameux triangle de mort, Tsaounat, Aknoul et Berkine, et qui était convoité par les partisans de l'armée royale, comme noyau de l'armée nationale, et convoité par les partisans de l'armée de libération marocaine, Bsri et compagnie, ceux qui disaient que l'armée nationale devrait partir du noyau de l'armée de libération marocaine. Donc le groupe Bsri a décidé donc d'aller voir le Msaadi, de le convoquer à Rabat ou à Casablanca, là où il veut, et de discuter avec lui pour lui dire que son intérêt stratégique
à savoir ne pas déposer l'arme, libérer l'Algérie et libérer tout le pays, c'est avec eux et pas avec les partisans de l'armée royale qui ne tiennent pas parole. Et d'ailleurs, vous étiez au Caire avec le Khatib et avec Ben Aboud et qui ont dit on ne va pas déposer les armes, et là ils déposent les armes. Alors, je vous parle à travers mon enquête historique. Ben Barka n'était même pas au courant. On va lui imputer la mort de Msaadi. C'était le Bsri, le Fqih Bsri et le groupe qui travaillait avec lui. Ils ont pris cette décision. Et c'est Mohamed Ben Saïd qui a été mandaté pour aller emmener cette décision-là et son exécution à Karim Hajjaj. Karim Hajjaj qui était un des chefs de l'armée de libération, il était le chef de Taounet. Donc il était le voisin de Msaadi, il le connaissait. Il lui a donc donné la directive de voilà ce que les copains de la résistance essayent de contacter Msaadi et de l'amener à Rabat ou à Casablanca pour qu'on discute avec lui. Et puis il est retourné. Il est tourné à Rabat. Karim Hajjaj a envoyé 2 de ses lieutenants pour voir Msaadi. Ces 2 lieutenants ont tué Msaadi. Ils sont connus parce qu'il y avait eu un procès à Fès. Je vous dis ça parce qu'actuellement, la mémoire collective des Amazirs occulte tout ça. Donc, ces 2 personnages, dont un est encore vivant, il est à Casablanca, ont été jugés. Et la version qu'ils ont donnée, c'est qu'ils sont allés voir Msaadi pour discuter avec lui. Et comme il est coléreux, etc., il a sorti son arme, il allait le tuer. Ils se sont fait que défendre. Bien sûr, eux avaient peur. Ils ont tué Msaadi, ils l'ont enterré dans un coin perdu. L'armée de libération a délégué une commission d'enquête. 2 jours après, il a eu le résultat. On prenant ces 2 personnages-là, on les torturant pour révéler là où ils ont enterré Msaadi. Et ils ont révélé là où ils ont enterré Msaadi, avant de les donner aux autorités pour les juger par un tribunal. Donc, ils sont allés chercher la dépouille de Msaadi et ils l'ont enterré à Fès, dans un tombeau bien connu à Fès, etc. Durant cette période-là, donc, l'affaire Msaadi éclate. Même s'il y avait le tribunal, même si les autres ont été acquittés parce que c'est considéré comme droit de défense, et politiquement, on a collé ça à Ben Barka. Et c'était aussi Ben Barka qui a tué Msaadi parce qu'ils avaient des différences, il y avait des trucs, etc. Bon. Bien sûr, il a été alimenté par l'autre camp, le camp qui soutient la création de l'armée royale et le dépôt des armes, etc. Bon, tout dernièrement, avec les mémoires de Hardan, il impute la mort de Msaadi à Ben Saïd. C'est Ben Saïd avec ses sbires qui ont tué. Ça aussi, c'est une manipulation d'aujourd'hui. Il n'y a plus Ben Barka pour le toucher, il faut toucher les autres. Alors que la complication était autre, et même le roi Hassan II, dans ses mémoires, le défi, il ne cite ni Ben Barka, ni Ben Saïd, il cite Karim Hajjaj. Il dit que Karim Hajjaj a été impliqué dans l'affaire Msaadi, mais c'est un homme important, c'est un homme cadre, parce qu'il est devenu Amir Hassan II après, ce Karim Hajjaj. Donc, au niveau de l'historien, l'affaire Msaadi s'arrête là. J'attends l'ouverture des archives, si je suis encore là en 2052, parce qu'il y a un dossier chez les Français qui est déposé à Pau, et là, on pourrait avoir, quand ce dossier est ouvert, ce qu'il y a dedans. Alors, c'est donc vers le 25 juin que Abbas Msaadi a été assassiné. 3 semaines après, vers le 5 juillet, Brahim Roudani va être assassiné devant son usine de Javel, vers Garage Hellal, comme ça. Et son assassinat, au niveau direct, on connaît les personnes, là aussi. C'est des militants du Croissant Noir, parce que quelques gars avec qui il discutait, qui étaient dans le Croissant Noir pour justement résoudre les problèmes, etc., ont été tués par l'autre partie qui était proche de l'Istiqlal. Ou au moins, on leur a imputé ça. Et les autres ont considéré qu'Ibrahim Roudani, donc ils sont venus l'assassiner. Était-il commandé par quelques-uns ou non? Le fait historique est là, il a été donc tué alors qu'il était en pleine négociation avec les 2 parties. Alors maintenant, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il était tellement important, Brahim Roudani, tellement charismatique et prophilique dans ses gestes, un peu dans tout le truc, que ça créait un traumatisme national au niveau de cette mouvance-là. Et que quand il y a un traumatisme assez grand comme ça, on se sent vraiment... Alors là, il n'y a que l'oubli. On mène ça dans l'oubli pour pouvoir avancer. Et il a été donc dans l'oubli. On continue à instrumentaliser l'affaire Msaadi pour régler des problèmes politiques actuels et on laisse Roudani dans l'oubli général. Il y aurait peut-être une ouverture du dossier quand les archives françaises seront ouvertes, où il y a les éléments sur les personnes. À ce moment-là, on verra un peu plus clair sur la mort des 2 personnages.
Une hypothèse, pour terminer. J'ai entendu dans les milieux nationalistes et milieux de la résistance, quand je faisais ma recherche, que le Msaadi avait écrit une lettre. Et dans cette lettre, où il démissionne de l'armée de libération marocaine, où il déclare qu'il rejoint le FLN pour rester en paix avec lui-même jusqu'à la libération de l'Algérie. Et qu'il a envoyé cette lettre à son mentor, Brahim Roudani. Je n'ai pas retrouvé cette lettre. On m'en a parlé de plusieurs sources, mais je ne l'ai pas retrouvée. Merci Si Mustapha Bouaziz, c'était passionnant. On a parlé de Brahim Roudani, de Msaadi, Abdelkrim Khattabi, Abdelkhalq Torres, Labonne, Juin, Guillaume. C'était riche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.